presque, j'allais dire, asymptotiquement proche de vous, parce que je suis pour la libération de l'Afrique, et déjà peut-être l'option qu'a prise Lolita Gourma me paraît vraiment plutôt très intéressante. Mais l'AES refuse de parler, de garder des relations fraternelles qu'elle a entretenues depuis fort longtemps. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir servir à la cible, c'est-à-dire à la fin où il faudra que toute l'Afrique soit unie? Est-ce que elle pourra encore parler avec, par exemple, les pays qui viennent de la CEDEAO? Bien sûr. Mais vous voyez que... si vous oubliez, excusez-moi, si par exemple vous le refusez les gens pendant un certain temps et vous créez comment dirais-je, de l'ignorance et tout, non pas de l'ignorance, de l'indifférence vis-à-vis de ces personnes, ça crée quand même une certaine frustration qui peut créer d'autres problèmes. Non, non. Le problème est du côté de la CEDEAO. Vous voyez, les peuples ne se sont jamais opposés. Le problème est que c'est les institutions qu'on a mis en place qui érigent des barrières empêchant les peuples de se visiter. Vous voyez que si vous voulez traverser le Togo ou le Bénin, vous avez les douanes togolaises, béninoises et burkinabées qui vont vous intercepter. Mais récemment, avec leur communiqué, avant la rencontre coloniale à Abuja, l'AES a dit qu'il n'y aura pas de visa pour les ressortissants de la CEDEAO. Alors que la CEDEAO, son arme, c'est de mettre l'embargo, asphyxier financièrement et politiquement, et imposer comment l'appelle-t-on, des lois qui vont détruire les peuples. Puisque tout ce qu'on est en train d'appliquer au niveau de la CEDEAO, ça n'a jamais agi sur un chef d'État. Vous voyez que c'est l'AES qui vient de donner une leçon diplomatique à la CEDEAO pour dire que c'est ce qui devrait être fait. Mais malheureusement, vous voyez que la CEDEAO persiste dans sa démarche coloniale pour dire que non, il faut attaquer les autres pays. Comment est-ce que vous pouvez être dans une organisation et vous passez du temps à vous attaquer? Quand est-ce que vous allez vous construire? Jamais vous n'aurez le temps de le faire. Oui, Pachim Piabalo, personne ne peut soutenir qu'un pays, n'est-ce pas, membre d'une organisation, soit attaqué par les autres. Personne ne peut accepter cela unanimement. Je crois que c'est suffisamment grave. L'objectif, c'était de pénaliser des gens qui ont violé une certaine loi qu'ils se sont donnés ensemble. Et pourquoi la loi a été violée, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Donc, quand vous dites que l'AES a donné leçon à la CEDEAO par rapport au visa, ça, c'est une fausse accusation, c'est une fausse allégation, parce que vous le savez, vous êtes citoyen d'un État de la CEDEAO. Avec votre passeport, vous n'avez pas besoin de visa pour aller dans aucun pays de la CEDEAO. La douane, c'est autre chose. Vous voyez que la douane reste comme ça et qu'on ne contrôle rien du tout. La drogue et tous les produits prohibés, c'est de ça que vous parlez? Non, l'AES n'a pas donné de leçon à la CEDEAO. L'AES devait, avec ses bonnes idées, moi je pense, encourager la libre circulation donc des personnes et des biens, mais codifiés par rapport. Donc, il faut quand même de douane. Et de douane pour d'un pays à l'autre. On n'a pas encore parlé de confédération unie, ce n'est pas les États-Unis encore d'Afrique dans la sous-région, Pachim Piabalo, si ouais. Vous ne pensez pas? Vous n'avez pas bien compris le communiqué de l'AES. Je ne peux pas vous le lire aussi totalement. Non, mais je l'ai lu entièrement. Ouais. Et nous tous, nous interprétons. Nous le lisons. Et quand vous lisez quelque chose, eh bien, ça peut avoir plusieurs explications. Ah, ils ont dit la libre circulation des personnes de la CEDEAO est bienvenue et ils peuvent avoir le droit de résidence s'ils respectent la législation, sinon la loi de l'AES. Donc ça voudrait dire que vous ne pouvez pas venir avec les armes, on va vous accueillir là-bas. Mais donc, ça n'a jamais été permis. Ça n'a jamais été permis. En quoi c'est différent de ce qui existait au niveau de la CEDEAO? C'est la même loi. Si ça avait existé, Laurent Fabius n'allait pas aller dire que il n'allait pas dire à comment l'appelle-t-on, Lavrov, que
quand Lavrov l'interpellait sur le terrorisme qu'ils veulent contenir au Mali, que c'est la vie, puisque pour eux, il faut détruire, il faut mettre les pays instables. Et à partir des autres pays voisins, nous avons vu comment les 49 mercenaires ont transité de la Côte d'Ivoire pour le Mali. Nous avons vu récemment aussi qu'on a vu, on a libéré les gendarmes ivoiriens du Burkina Faso et les mercenaires qui se disent informaticiens au Burkina Faso. Donc tout ça, là, ça démontre la fragilité que nous avons à travers nos pays. Ce n'est pas encore dit que les drogues ne devraient pas vérifier les drogues ou les malfrats. Mais c'est là où les peuples devraient en profiter. Mais malheureusement, tout se base sur les peuples endogènes et on favorise les mercenaires. C'est là le problème. Est-ce que Passim, Passim, 1960, le 8 et 12 mai 1961 à Monrovia et à Casablanca, les groupes là qui se sont rencontrés pour donner naissance à ce que nous parlons aujourd'hui ne sont pas aussi radicaux que ce que nous trouvons dans l'AS quand même. Ça me semble que c'est on brime les opposants, on les enferme et puis on utilise les institutions de la CEDEAO quelque part. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on se dédie là? Oui, bon, là vous allez me dire ce que Dominique Strauss-Kahn cherche au Togo, étant un financier, étant candidat en France. Vous allez me dire ce que Tony Blair cherche au Togo après avoir été Premier ministre en Angleterre, au Togo ici. Donc, c'est un système qu'on a mis en place. Et donc, si vous voulez vraiment travailler, vous n'avez pas besoin de la distraction. Si les gens n'ont pas encore pris conscience, présentement, ce que nous devrons savoir est que nous devrons briser les chaînes mentales et coloniales invisibles qui nous aliènent. Ce n'est pas encore un problème quand nous voyons la radicalité. Parce que c'est une question de défense. Vous n'allez pas être devant un carnivore qui vous poursuit et vous allez dire non, vous allez négocier. Non, longtemps. Qui a tué Séri Kouché? Qui a tué, comment l'appelle-t-on, Ibrahim Baré Maïga? Mais ok, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, l'AES dans sa marche vers le panafricanisme, qu'est-ce que vous lui trouvez comme faiblesse ou comme erreur? Rien du tout, ou comment voyez-vous la chose? Ils n'ont aucun reproche à leur formuler? Non, il y a beaucoup à reprocher. C'est pourquoi j'ai dit c'est bien qu'on les écoute. On les écoute justement. Oui, nous avons à les accompagner parce que l'AES, ce n'est pas, ils n'ont pas pris l'Afrique pour amener quelque part, une partie de l'Afrique pour amener c'est l'Afrique ils sont en Afrique. Et ce que nous devrons savoir est que tout début est difficile. Et donc, ce qu'on peut reprocher à l'AES, c'est sa fragilité diplomatique présentement. Parce que quand nous voyons l'Algérie qui s'invite par ici, par là, mais il faut demander pourquoi on n'a pas rétabli l'Algérie, comment l'appelle-t-on, le Maroc et bien d'autres qui se disent États arabes. Pourquoi ils n'ont pas pu stabiliser la Libye depuis 2011? Vous voyez? Donc ça voudrait dire que nous devrons vraiment être, nous devrons nous surveiller de près. Parce que chaque pas que nous menons en Afrique, nous les Noirs, nous ne sommes pas considérés. S'il c'était les Arabes qui ont pris les Français, mais un Africain ne va jamais aller négocier là-bas, on va l'écouter. La preuve en est que quand... oui. Si je vous posais la question par rapport à leur parcours sans faute, que vous avez reconnu qu'ils font des erreurs. Donc, est-ce que dans leur marche à l'avance, pourquoi IPOS aurait pu regarder en arrière et surtout garder des liens avec des liens fraternels qui préexistent même avant l'arrivée du colon? Est-ce que ça, le fait de les manquer, ce point-là, n'est pas pour vous un élément, j'allais dire, fondateur? Non, il n'y a pas encore d'animosité entre l'AES et les peuples. Donc il y en aura. Les peuples de l'AES et les peuples de la CEDEAO. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Plutôt. Donc il y en aura, parce que vous dites qu'il n'y en a pas encore. Donc. Et Passim? Oui, il n'y en a pas encore. Oui, Passim, vraiment, vous avez donné quand même des éléments de réponse, bien sûr. Mais là où nous sommes aujourd'hui, si nous voyons carrément l'idéologie, bien sûr, de nos chefs d'État, c'est ils cherchent tous la souveraineté.
Alors, cette souveraineté, finalement, est-ce que ça pourrait s'arracher avec cette division qui persiste aujourd'hui en Afrique? Oui, la division persiste en Afrique parce qu'il y a des États vassaux et des États qui manifestent leur souveraineté. Vous prenez le cas du Burkina Faso, du Niger, du Mali. Malgré leur faiblesse avec les arrestations et de ceux qui les ont, surtout au Mali où on a pris nos frères et sœurs de Ben le cerveau et bien ceux qui ont battu les pavés contre le système france-africain, nous notons qu'ils veulent toujours qu'il y ait un accompagnement digne de ce nom. Par exemple, quand vous prenez ce que nous appelons l'Union européenne, mais quand vous entendez leur débat sur les médias, ils sont ensemble pour l'Union européenne. Ils ne sont pas là pour qu'un pays soit déstabilisé. Vous n'allez jamais entendre certains tirer sur la France parce que ce que la France rapporte, ça les apporte tous. Donc nous aussi, nous devrons vraiment prendre le soin d'orienter l'AES pour que ce qu'ils auront comme pouvoir, puissance, puisse réjaillir sur la CEDEAO afin que nous puissions nous épanouir. Sinon, présentement, la division est née de ces États que si je prends le Togo, la Côte d'Ivoire ou le Bénin ou le Nigeria, ils n'ont jamais dit que les multinationales payent leurs taxes chez eux. Ils n'ont jamais dit que ils n'ont pas voulu nationaliser les minéraux exploités par les multinationales. Récemment, nous avons entendu qu'une société étrangère doit verser combien de milliards au Mali. Tout ça là, c'est les mêmes choses dans tous les États. Si nous tous, nous parlons unanimement que depuis 64 ans, vous avez exploité l'Afrique. Redonnez-nous, versez-nous nos taxes que vous n'avez pas payées longtemps. Mais nous allons voir qu'il suffit tout simplement que ces États mobilisent leur peuple à manifester comme ce que nous avons vu. Si toute l'Afrique de l'Ouest manifeste contre l'impérialisme, mais c'est toute l'Europe qui va trembler. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas manifester parce que si nous voulons manifester, par exemple, au Togo ici, pour avoir l'autorisation, ce n'est pas la peine. Vous voyez, non? Et c'est là où Thomas Sankara disait qu'une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Pourquoi toujours on interdit les manifestations? Parce que ça a force de fait. Donc, toute l'Afrique, ce qui reste présentement, c'est la manifestation dans toute l'Afrique pour dire nous voulons notre souveraineté monétaire, économique, politique et éviter l'indépendance ou la dépendance vis-à-vis de l'Occident. C'est ce qui reste. Sinon, les peuples sont prêts à aider leurs dirigeants. D'accord, c'est ça. Si vous dites ça aujourd'hui, si nous voyons les institutions qui sont finalement sur le terrain politique de l'Afrique, ces institutions-là, comme vous l'avez constaté, ne s'entendent pas. Vous venez de le dire. Alors, comment faire aujourd'hui pour que ces institutions-là soient quand même fusionnées en une seule entité pour essayer d'envisager, bien sûr, les États-Unis d'Afrique? Je n'ai pas bien compris votre question. Voilà les institutions aujourd'hui, il y a des zizanies, il y a des dilatoires entre les institutions, il y a de mésententes. Comment faire pour qu'ils puissent s'entendre et finalement se fusionner, devenir une seule entité pour essayer de conquérir l'Afrique tout entière? Oui, l'Afrique tout entière va s'unir quand nous allons sortir des chaînes mentaux, quand nous allons comprendre que même les Occidentaux nous aident à sortir. Puisque Jacques Chirac a dit, nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières. Et après, on dit que les Africains ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Vous comprenez? Oui, Passim, c'est facile de dire ça. Quand il a pillé l'Afrique, d'accord, pendant un certain temps. Et là, maintenant, il faut replacer tout ce qu'il a dit dans un contexte et donc qui était électoral. Et vous voyez bien qu'il a eu, parce qu'il voulait
se différencier de ses opposants. Donc, je pense que réutiliser ça nous apporte quoi? C'est un aveu, certes, mais j'allais dire recueilli sous forme enfin, dans un moment de violence. Vous savez ce que ce genre de recueil de l'aveu valent. Ils ne valent rien. Hein. Oui, l'aveu pouvait être pris en contre-pied contre lui pour qu'on puisse s'en sortir. Si quelqu'un vient vous voler, il affirme qu'il a volé, qu'est-ce que vous le faites? Vous l'arrêtez. Mais aujourd'hui, que font nos institutions? Ils passent leur temps, sinon nos juridictions passent leur temps à juger les manifestants, à juger ceux qui contestent la domination coloniale. C'est ça la faiblesse. Donc si nous prenons le contre-pied de ceux qui affirment qu'ils ont volé, ils ont terrorisé, ils ont imposé les dirigeants et on impose les réparations. Mais quand on va toujours rester dans cette vassalité, on organise les élections, les mêmes problèmes continuent, on reste toujours dans la merde. Mais qui va venir nous dire de sortir? C'est à nous de nous affirmer, tout simplement. Mais panafricanisme, ça veut dire aussi abattre les droits de l'homme, abattre tout ce qui peut être le bien-être de l'être humain, de la société. Parce qu'à vous entendre et à regarder ce qui se passe, par exemple dans les pays de l'AES, on retrouve le même point commun, c'est-à-dire l'absence de liberté d'expression, ainsi de suite. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous soutenez? Écoutez, je vais encore reprendre la thèse de Jacques Chirac qui dit qu'on oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans nos porte-monnaies vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un peu de bon sens. Je ne dis pas de la générosité, de bon sens, la justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convictions ou difficultés avec les conséquences politiques que cela comporte dans un proche avenir. Les pires convictions, c'est ça qui naît à partir du Sahel.